Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Mes angoisses et moi. Aujourd'hui, on va parler anxiété et santé mentale. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Élise. Coucou. Élise, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bien sûr. Donc, je suis en formation pour devenir sophrologue actuellement. Et je suis également sur les réseaux sociaux, sur TikTok depuis quelques mois pour parler justement d'anxiété et de santé mentale parce que j'en ai vécu pendant 2 ans. Et voilà un peu ce que je fais aujourd'hui dans la vie. Et du coup, comment t'en es arrivé à parler de stress et d'anxiété sur TikTok ? Quand j'étais dans ma pire période dans mon trouble anxieux, que je faisais beaucoup de crises d'angoisse, que c'était vraiment une des pires périodes de ma vie, je trouvais aucune solution, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je consultais des psys, des psychiatres, ça m'aidait pas. J'essayais de demander conseil aux gens de mon entourage qui comprenaient rien. Et je me suis dit, si un jour j'arrive à m'en sortir et que j'arrive à trouver des solutions, j'ai envie de les partager au maximum de personnes. Et j'ai aussi envie de faire ça de ma vie, ce qui fait que j'ai commencé une formation pour devenir sophrologue, justement. C'est pour ça. Et c'est quoi qui a déclenché l'anxiété ? Tu sais, toi, l'événement ou les événements d'ailleurs ? Il y a eu un événement déclencheur, parce que il y a toujours un peu un événement déclencheur, même s'il y a des trucs, des événements qui sont sous-jacents, qui datent souvent de l'enfance, etc., ou de l'adolescence même. Mais non, moi ça a été déclenché. Oui, il y a eu un événement précis déclencheur. On parle souvent des 5 blessures de l'âme. Je sais pas. Ouais. Et, trahison, abandon. Je les appelle les autres. Humiliation. Et je les appelle les autres aussi. Je les appelle les autres aussi. Mais je l'ai rajouté. Non, mais ça m'a parlé en plus récemment et en fait j'ai vécu une blessure d'humiliation clairement. Et c'est ça qui a déclenché mon trouble anxieux. Qui a été vraiment l'événement déclencheur de mon trouble anxieux. Parce qu'avant ça, j'allais très bien, je faisais 0 crise d'angoisse. J'avais jamais fait de crise d'angoisse de ma vie. J'ai un passif. On peut dire que je suis quelqu'un de nature un peu stressée et anxieuse déjà de base parce que, par exemple, je suis hémétophobe. Et ça, je le suis depuis l'enfance. Donc, il y avait déjà quand même un terrain anxieux. Mais mon trouble anxieux, c'est vraiment déclenché à cause d'un événement qui s'est passé dans mon ancien travail, du coup. Et je sais pas si je vais rentrer dans les détails. Non, tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. T'es pas obligé. Mais souvent, moi, on en avait déjà parlé. Souvent, de toute façon, il y a un élément qui déclenche. Ouais. Il y a toujours. Comme tu disais, des événements qui viennent de l'adolescence En fait, moi, je pense avec le recul, avoir pris conscience que il y a eu cette blessure. Donc, je dis blessure d'humiliation, c'est parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis sentie humiliée et c'était puissant. D'autres personnes auraient vécu la même situation que moi et ça, c'est important de le savoir aussi. C'est que pour moi, ça a été un traumatisme, clairement, ce que j'ai vécu au travail. Mais pour une autre personne, selon son passé, son vécu, ça aurait pas forcément été un traumatisme. Pas vécu comme ça, ouais. Et du coup, je me suis sentie aussi très très mal comprise. Quand j'en parlais aux psy, quand j'en parlais à mes parents ou à mon entourage, il m'arrivait ça. Ils me disaient oui, c'est un traumatisme ce que t'as vécu. Oui, c'est pas cool ce que t'as vécu, mais c'est pas non plus un trauma. Il y a des gens qui rendaient la chose pas de fin. On me faisait comprendre que j'étais pas très légitime de ressentir tout ça. Qui diminuait la façon dont tu l'avais ressenti. Voilà. Que j'étais juste pas légitime, tout simplement parce que pour eux, ça aurait pas été un traumatisme. Et ça, je pense que c'est en fonction aussi de ce que j'ai vécu dans mon passé, que ce soit pendant l'enfance, possiblement, ou l'adolescence. Je pense que il y avait un terrain. Donc. Et comment t'as fait du coup pour t'en sortir de ça ? Comment j'ai fait pour m'en sortir ? Ça a été très long. Je sais qu'il y a des personnes qui ont mis beaucoup plus de temps qui mettent beaucoup plus de temps. Après, ça dépend de l'âge que t'as, je pense, de ton entourage, de tes croyances, de ce que tu fais aussi pour ça, de plein de facteurs. Mais dans un premier temps, en fait, quand j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, au début, c'était juste des crises d'angoisse isolées. Donc, c'était pas... on va dire que le trouble anxieux est arrivé très très progressivement. Il s'est installé en fait. Il s'est installé au début. Mais ça, on sait. Je pense qu'on est tous... Si les personnes qui regardent sont passées par là ou connaissent, savent ce que c'est. Ça arrive d'un coup. Les crises d'angoisse arrivent d'un coup, mais le trouble anxieux, vraiment trouble anxieux généralisé, il s'installe progressivement. Et en fait, tu t'en rends pas compte et tu laisses gagner du terrain. Et au final, tu te retrouves un jour à plus sortir de chez toi, à plus rien faire. C'est ça. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma première crise d'angoisse dans cette période où j'étais très stressée par le travail, etc., juste après cet événement.
Et j'ai direct su que c'était une crise d'angoisse, personnellement, parce que j'en avais déjà entendu un petit peu parler, je savais ce que c'était, et je m'intéressais déjà un peu à tout ce qui est santé mentale de loin, mais je savais ce que c'était. Pourquoi? Je sais même pas pourquoi. Mais comme quoi, c'était déjà là depuis longtemps, en fait. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que ça a commencé à être la peur de la peur. Donc au début, c'était première crise d'angoisse, en plus au restaurant. Donc du monde phobie des restaurants après, parce que j'ai fait ma première crise d'angoisse au resto. Ouais, tu l'enregistres, hein. Ouais. Donc incapable de retourner au restaurant. Donc, au début, c'était restaurant, bar. J'avais du mal, je faisais des crises d'angoisse. Après, ça a commencé à être les transports en commun, le métro, parce que je devais prendre le métro pour aller travailler tous les jours. Et ça commençait comme ça. Mais j'avais des périodes où ça allait très bien, où je me disais bon bah c'est pas grave. Des périodes où je rechutais un petit peu, où je faisais beaucoup de crises. Enfin, ça a commencé à gagner du terrain. Donc au début, c'était dans des lieux très précis, donc ça m'empêchait pas de vivre. Après, ça a commencé à être dans les transports en commun, mais pas tout le temps, pas systématiquement. Puis j'avais pas le choix, donc j'y allais quand même, mais toujours la boule au ventre en fait. Et j'ai passé un an vraiment, une année entière à rien faire pour aller mieux, à part regarder 2-3 vidéos YouTube. J'ai essayé de voir une psy, mais ça s'est très mal passé. Donc finalement, je me suis dit en fait, ça va passer tout seul. Erreur, parce que ça gagne du terrain. On s'en rend pas compte, on a l'impression que ça va passer. On se dit non, je suis plus fort que ça va passer, je vais rien faire, parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que, alors dans certains cas, si c'est léger, ça peut passer tout seul effectivement, si c'est vraiment un événement isolé, qu'il n'y a pas un gros trauma, oui, mais dans la majorité des cas, si c'est du stress pour des choses de la vie du quotidien, on commence à éviter certains endroits, etc., c'est que ça va pas passer tout seul. En général, c'est que ça va pas passer tout seul. Du coup, j'ai laissé ça passer pendant un an. Enfin, ça a duré un an, cette période où crise d'angoisse assez isolée, des crises d'angoisse qui franchement étaient gérables, même si déjà là c'était difficile pour moi parce que. Et il y a aussi le fait que, et ça c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mon premier symptôme, il y a eu effectivement les crises d'angoisse, mais le plus gros symptôme que j'ai eu, c'était que j'arrivais plus du tout à avaler la nourriture. Et ça, ça arrivait en même temps que mes crises d'angoisse. Sauf qu'au début, moi, je pensais pas que c'était lié à l'anxiété et j'étais dans un déni total. J'arrivais plus à manger et je me disais, bah, c'est forcément un problème d'estomac parce que j'ai déjà eu des soucis par le passé à ce niveau-là. Donc, je me disais, c'est sûrement lié. Et tous les médecins me disaient, non, c'est le stress. Moi, je voulais pas y croire jusqu'à ce que je fasse des examens qui confirment que, effectivement, j'avais rien et que je comprenne que c'était, du coup, à cause de l'anxiété que j'arrivais plus à avaler. Et c'était vraiment ce symptôme qui, pendant un an, m'a handicapée. Plus que les crises d'angoisse, plus que l'anxiété de manière générale. On se focus sur un truc en général. Je me sentais pas forcément angoissée, mais c'était mon corps qui exprimait un symptôme précis et très puissant, parce que bah, t'arrives plus à manger quand même. Donc, c'est pas cool. Enfin, si j'arrivais à me nourrir, mais c'était difficile. Enfin, les repas, c'était un calvaire du coup. C'était un calvaire pendant un an. Et progressivement, j'ai réussi à passer au-dessus de ce souci. Mais j'ai pas réglé, donc j'ai réglé le symptôme. Je me suis concentrée sur le symptôme précisément, mais je me suis pas concentrée sur ce qu'il y avait de plus profond, la cause, pourquoi. J'ai pas essayé de comprendre la cause profonde. Je me suis concentrée que sur mes symptômes et c'est ce qu'on a de toute façon tendance à faire quand on souffre d'anxiété. Beaucoup croient que l'anxiété est la cause de tout, que les symptômes sont la cause de tout, pardon, sans se concentrer sur le problème profond. C'est pour ça que ça prend du temps. Voilà. Déjà, se rendre compte qu'il y a des causes, des événements sous-jacents qui génèrent l'anxiété, que c'est eux qu'il faut traiter et pas les symptômes. Voilà. Les gens perdent du temps. Bien sûr. Mais après, c'est logique aussi parce que les symptômes prennent tellement de place qu'on a tout de suite envie de traiter d'abord le symptôme. Et c'est ce qu'on fait souvent, d'ailleurs, même pour n'importe quelle forme, pour toutes les maladies. Oui, tu traites les symptômes. Voilà. On va penser à soigner le symptôme, mais pas penser à ce qui a provoqué, à pourquoi. Et ça a continué comme ça pendant un an. Au final, j'ai réussi à régler mon problème de difficulté, de déglutition, etc. Parce que bah là, pour le coup, je me renseignais beaucoup. J'apprenais quelques techniques de respiration. Je faisais beaucoup d'hypnose sur YouTube, par exemple. J'écoutais beaucoup d'hypnose. Je trouvais des techniques par moi-même. C'est-à-dire que je serrais fort la table, par exemple, au moment d'avaler, où j'avais toujours un verre d'eau à proximité, où je mangeais debout. Enfin, je regardais TikTok pendant que je mangeais pour vraiment mettre mon esprit de côté et pas penser à ça. Et finalement, ça a fini par aller mieux de nouveau, avec quelques efforts quand même. Sauf que un symptôme part, un autre arrive. Ah oui, tout à fait. Oui, quand tu traites pas la cause profonde, ça te remplace toujours tant que t'as pas compris le message. C'est revenu. Je pensais m'en être sortie, donc c'était en juillet 2022. Ouais.
En juillet 2022, je pensais m'en être sortie. Donc, j'ai un an un peu compliqué avec l'anxiété. C'est un trouble anxieux hyper puissant où je peux plus sortir de chez moi ou voilà. Mais c'était quand même compliqué et je voyais le bout du tunnel. En fait, je me disais ça y est, je suis en train de m'en sortir, ça va beaucoup mieux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il faut savoir que je suis hémétophobe du coup. Et ça, l'hémétophobie, depuis un an, elle faisait qu'augmenter aussi ma phobie. Tout ce qui était en fait toutes mes crises d'angoisse. Et ça, j'étais un peu dans le déni aussi puisque j'assumais pas d'être hémétophobe. Parce que dire à quelqu'un, je vais faire une crise d'angoisse, enfin j'ai peur de faire une crise d'angoisse dans le métro. Mais pourquoi tu fais une crise d'angoisse dans le métro? Il y a des gens, c'est j'ai peur de mourir, j'ai peur. Moi, c'était mais j'ai peur de vomir dans le métro devant tout le monde ou j'ai peur de ressentir des symptômes ou de me sentir pas bien. Enfin, il y avait ça. Et du coup, j'étais dans le déni. Et mon corps m'a un peu rattrapée parce qu'il y a un jour où je saurais pas te dire pourquoi, mais je me suis sentie très très mal. J'ai vraiment cru que j'allais être malade, clairement. Et j'ai eu une énorme crise d'angoisse. Mais là, la dans plus le métro grosse... Non, c'était chez moi. Ouais, non, c'était chez moi. J'étais en vacances et je pense que justement, je relâchais toute la pression et tout. Ouais, sauf que derrière, ça t'a rattrapé. Ça m'a rattrapé. Vraiment, ça. Les vacances arrivent. On est en juillet. Je travaille plus. Je suis en vacances. Je peux me détendre. Et là, c'est le moment. Comme par hasard, je fais ma plus grosse crise d'angoisse. Donc, j'ai commencé à me sentir mal. J'avais l'impression que j'étais malade. J'étais quasi sûre que j'allais vomir, etc. Et ce qui n'a pas été le cas, mais du coup j'ai passé plusieurs jours horribles à faire en fait des crises d'angoisse non-stop parce que j'étais persuadée que j'allais vomir. Et j'avais des symptômes. Là j'avais des symptômes, des nausées, je mangeais plus, enfin j'étais vraiment pas bien. Et c'est reparti. Du coup, mais beaucoup plus fort à ce moment-là, en fait. Donc à partir de ce moment-là, en juillet, quand j'ai fait ma crise d'angoisse, enfin j'ai eu un épisode anxieux en fait. Je pense que j'ai refoulé pendant un an. Et que du coup, tout est ressorti d'un coup, mais sur plusieurs jours d'angoisse, d'angoisse permanente. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait une crise d'angoisse pendant plusieurs jours d'affilée. Ah, donc c'était généralisé, ouais. Ouais, c'était l'anxiété généralisée. Et mais c'est arrivé vraiment d'un coup, là vraiment pour le coup, c'est arrivé d'un coup, et c'était très très puissant. Et en fait, à partir de là, clairement, j'ai jamais repris le travail parce que j'ai essayé pendant mes vacances d'aller un peu mieux, mais j'arrivais plus à manger, j'avais l'impression que j'étais en danger tout le temps, enfin qu'il allait m'arriver un truc de fou tout le temps. J'ai essayé de sortir à ce moment-là, j'arrivais encore à sortir, mais c'était avec beaucoup d'anxiété. Et forcément, on en arrivait au point où j'ai commencé à éviter certains lieux de plus en plus parce que je me sentais pas bien. Ouais, de rester dans la zone de sécurité, quoi. Ouais, je voulais pas me sentir inconfortable dans certains endroits. Donc, au lieu de justement continuer à affronter comme tu le faisais depuis un an, c'était craquage, j'en pouvais plus. Donc, j'ai commencé à sortir de moins en moins, à me renfermer, en fait, à plus prendre les transports en commun, à limite aller faire des courses, c'était compliqué, plusieurs crises d'angoisse par jour. Et là, descente aux enfers pendant plusieurs mois, de pire en pire, jusqu'à novembre 2022 à peu près. Et c'est quoi qu'il y a eu là? C'est quoi qu'il y a eu pour que ça aille mieux? Ce qui s'est passé pour que ça aille mieux, ça a été que, en fait, je crois que je suis arrivée au fond, enfin, je sais pas comment expliquer. Si, au fond du trou. En général, il faut toujours être au fond du trou pour pouvoir se relever quand t'es dos au mur. Je suis arrivée au fond du trou, vraiment. Je suis arrivée au fond du trou. Je venais du coup, avant, j'habitais à Marseille. J'ai déménagé, donc, il y a un an. Donc, je venais de vivre un déménagement. C'était très compliqué, quand on est anxieux, déménager, c'est compliqué parce qu'on quitte sa zone de confort, ses habitudes. Même si j'étais contente de quitter Marseille parce que c'était une grosse ville et que c'était hyper anxiogène pour moi et que j'aimais plus vivre là et que j'étais contente d'habiter dans le nouvel endroit où j'habitais. En fait, je me suis rendu compte que c'est pas juste en quittant le lieu. Ah non, tes problèmes te suivent. Je savais que mes problèmes allaient me suivre, mais je pensais quand même que ça allait un peu mieux, enfin que ça allait régler un peu les problèmes, etc. En fait, gros coup dur parce que quand je suis arrivée, c'était encore pire. Je faisais encore plus de crises qui étaient de plus en plus puissantes, qui duraient des heures parfois. Je devais m'isoler, m'enfermer. Enfin, personne pouvait me parler. Dans ces moments-là, il fallait que personne m'approche. Je sais qu'il y a des gens qui justement ont besoin d'une présence quand ils font une crise. Moi, c'était l'inverse. Il fallait que je sois seule, totalement seule, isolée, que je vois personne, que je parle à personne. La moindre voix, le moindre bruit venant de quelqu'un, même juste sa respiration, je supportais pas. J'avais besoin de m'isoler, donc c'était un peu, c'était très compliqué. Je voulais voir personne. Et
Et un jour, en fait, il y a eu vraiment la goutte de trop, c'est que j'ai fait je pense, une des plus grosses crises d'angoisse de toute ma vie, qui a duré pendant des heures où je sais pas si je peux dire que j'ai cru que j'allais mourir, parce que moi, c'était Si, clairement, c'est ça. J'ai cru que ça allait jamais s'arrêter, en tout cas, tu vois. Je savais que j'allais pas mourir, parce que j'en avais conscience, parce que je commençais à comprendre le mécanisme, etc. Mais ça fait toujours peur, même si tu sais qu'il va rien t'arriver, dans ces moments-là, panique totale. C'est tellement désagréable que tu ressens que tu as envie que ça parte et que ça peut durer des heures. Et en fait, cette crise-là a duré des heures entières. Et le seul truc qui m'a calmée, c'est d'aller me réfugier dans ma voiture. Ouais, zone de sécurité, ouais, mais après, chacun a sa zone de sécurité, ouais. C'était sortir prendre l'air dans un premier temps, ça a pas marché, puis on était en novembre, il faisait novembre-décembre, je crois, donc il faisait super froid, donc c'était pas possible. Je me suis dit, bon, je vais prendre un duvet et je vais aller me poser dans la voiture. J'avais pris un anxiolytique aussi, mais il faisait pas effet. Donc, la panique totale, parce que je prends l'anxiolytique en me disant, bon, c'est mon dernier recours, ça marche pas, enfin, ça fonctionne pas, ça fait pas d'effet. Et quand je me suis retrouvée dans la voiture et que j'ai fini par me calmer, puisque ça finit toujours par passer dans tous les cas, ça ne peut pas durer éternellement, je me suis dit, en fait, si c'est pour vivre comme ça, j'ai pas envie de vivre. Enfin, j'ai pas envie. Donc je commençais à avoir vraiment des idées très noires. En général, ça amène ça. Et je suis partie me coucher après et je me suis dit, là, c'est où je trouve une solution et je revis. Parce que là, c'est plus possible et on s'arrête là. On arrête le contrat. J'ai eu le même épisode, exactement le même épisode. C'est un truc de fou. Le même. Et voilà. Donc, se retrouver vraiment au dos du mur. Vraiment, j'ai attendu le bout du bout pour faire quelque chose. Et c'est là que je me suis dit non, il faut que je teste. En fait, je tente un dernier truc. Parce que j'ai essayé des choses depuis tout ce temps. En fait, je faisais pas correctement, ou j'étais peut-être pas assez informée, ou j'étais pas suivie par les bonnes personnes. Du coup, c'était compliqué. Là, je me suis dit, je me donne quelques mois et je m'en sors. En gros, je me suis dit... deadline. En plus, on était en décembre 2022, donc c'était un peu la résolution de l'année 2023 de s'en sortir. Enfin, pour moi, c'était une de mes résolutions, du coup. Enfin, ma résolution, c'était de m'en sortir. Donc, ça tombait au bon moment, puisque c'était... OK, t'as 2023 pour t'en sortir. Si d'ici fin 2023, ça va pas... Bon, je sais pas ce qu'on va faire. T'as pas trop de choix, en fait. Enfin, je me suis vraiment mis un ultimatum, t'as pas de choix. T'as pas de choix. La même chose, exactement la même chose. La même chose. Le même, mais là, du coup, on est chez mes parents, dans ma chambre, en haut, là. La même chose. À force de suivre, comme toi, d'essayer des solutions, psychologue, psychiatre. À la base, j'avais que ça. Enfin, je connaissais que ça. Et tu sais, quand t'as l'espoir que tu t'en sortes, tu vois, que t'as l'espoir que ça monte, qu'en fait, tu te dis, c'est bon, j'en ai trouvé, on a traité cette fois-ci la bonne problématique, ça va aller mieux. Et en fait, tu te rends compte que quelques jours plus tard, t'as les idées qui reviennent vite, l'angoisse qui revient vite. Et plus fort qu'avant, comme tu as dit, c'est plus fort qu'avant. Et là, tu te dis, putain, mais en fait, c'est pas possible. Ça va jamais s'arrêter. T'as l'impression d'avoir fait le tour. Et en fait, tu trouves rien. Et donc, tu dis, en fait, mais c'est moi qui suis fou. Jamais ça va s'arrêter. Je vais pas m'en sortir. Je suis malade, il y a quelque chose. Ce qui est archi frustrant là-dedans, c'est que tu peux avoir, moi, je me souviens, j'avais parfois 3-4 jours où je me sentais plutôt bien. Ça. Enfin, j'avais un peu d'anxiété, mais ça restait supportable par rapport à ce que je pouvais ressentir, parce que c'était, on parle de symptômes. Gérable. Voilà. Ah oui, les symptômes d'anxiété, c'est gérable. Voilà. Et puis d'un coup, ça revenait. En fait, à chaque fois, c'était ça. Et c'était hyper démotivant parce que 3 jours, tu te dis, ça va mieux. Mais tu fais rien de spécial. C'est juste parce que c'est comme ça. Il y a des jours où ça va. C'est même naturellement l'être humain. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas. Il n'y a pas forcément de raison. L'anxiété, c'est pareil. Il y a des jours où tu peux très bien ne pas en avoir. Ça veut pas dire que t'es guéri. Et s'il y a une rechute, ça veut pas dire non plus que t'es pas sur la voie de la guérison. Je sais pas comment expliquer. C'est un chemin un peu comme ça. Et justement, il faut apprendre à accepter ces moments où, parfois c'est plus compliqué puisque... On a tous des moments compliqués. Tous des moments compliqués. Même que tu souffres de troubles anxieux ou pas, tu peux avoir des moments compliqués. Ce sera peut-être différent, mais voilà. Concrètement, après, c'est quoi, à partir de ce moment-là, c'est quoi ce que tu as mis en place pour t'en sortir? C'est quoi ce que tu as trouvé qui t'a aidé à t'en sortir? Donc, en tout cas, à aller mieux. C'était en décembre. Donc, à ce moment-là, il faut savoir aussi que donc je suis suivie par une psychopraticienne. J'étais suivie depuis septembre, depuis quelques mois par cette fille. Et en fait, elle commençait à m'ouvrir les yeux sur certaines choses. Donc, c'était un peu difficile. C'était un peu compliqué. Mais ça commençait à faire... Enfin, la thérapie commençait à faire un peu effet. Parce que clairement, ça m'apportait
une certaine compréhension de ce qui m'arrivait et ça me permettait de mettre des mots, de m'exprimer et de plus. En fait, elle m'a appris que un symptôme d'anxiété, c'est une émotion que tu refoules souvent. Donc, elle m'a fait comprendre. C'est grâce à elle un petit peu aussi à ce moment-là. Enfin, tout s'est bien. Ouais, tout s'est bien aligné. Mais quand t'es prêt à entendre des choses. En fait, elle m'a dit un truc, c'est tes symptômes. Quand on se voit, tu me parles que de tes symptômes. Mais tu me parles pas de toi, de ce qui t'arrive dans ta vie. Ma grand-mère est décédée en novembre 2022. Donc, 2020. Attends. Ça va faire un an, là. Ouais, ça va faire un an. Elle est décédée en novembre 2022. C'est quelque chose qui, quand t'as déjà un trouble anxieux installé, ça empire rajoute, le truc. Ça rajoute. D'accord. J'étais dans le déni. J'étais dans le déni total. Je me disais, je ressentais pas les émotions que je devais ressentir à ce moment-là, tellement j'avais des symptômes. Enfin, en fait, mon corps prenait le dessus sur mes émotions. Et c'est là que j'ai compris, en fait. Elle m'a dit, mais ta grand-mère est décédée et tu me parles que de tes symptômes. Est-ce que tu ressens de la tristesse? Qu'est-ce que tu ressens? Et j'arrivais pas à... Et quand tu sais pas, j'étais dans le déni, je disais non, mais j'essaie de trouver des excuses pour pas ressentir l'émotion, en fait. Et on aurait dit que j'étais sans cœur. Enfin, alors mais parce pas du tout. C'est juste... Je suppose que ça vient de... Après, c'est sans remettre en cause leur éducation, mais je suppose que ça vient de comment t'as été éduqué. Parce que du coup, quand tu reproduis ce qu'on t'a appris, ou en tout cas, comment t'as éduqué. Je pense que, du côté... Mon père est quelqu'un qui montre très peu ses émotions. Bon, comme beaucoup. Comme beaucoup de cette génération. Comme beaucoup de pères de cette génération. Parce que aussi, eux, ils ont été éduqués comme ça. Ma mère, par contre, c'est l'inverse. Donc, j'avais vraiment un milieu. Mais la balance. Après, il y avait quand même un père qui montrait pas beaucoup. Donc, il y a peut-être ça. Et à ce moment-là, il faut savoir que j'étais entourée de personnes qui me disaient non, mais ta grand-mère, tu la voyais pas souvent, t'avais déménagé il y a longtemps. Donc du coup, c'est pas censé. Oui, ça fait mal, mais bon, t'étais pas hyper proche d'elle, etc. Oui, j'étais moins proche d'elle parce qu'on était loin. Minimiser l'impact que ça peut avoir. Minimiser, en fait, j'étais entourée de personnes qui minimisaient. Pas, c'était pas méchant, c'était ces personnes-là voulaient m'aider, je pense, en faisant ça, mais c'était pas les bons mots parce que c'est refoule. Du coup. Et grâce à ma psy, là, non, j'ai pas refoulé, justement, et j'ai confronté cette émotion, etc., grâce à elle. Et je devais, justement, me mettre elle voulait me mettre sous antidépresseur. Elle peut pas, mais elle m'a conseillé d'aller voir un psychiatre pour me mettre sous antidépresseur. Et ça a été le gros déclic pour moi, personnellement, parce que je voulais pas du tout prendre l'antidépresseur. Je suis pas contre les médicaments, mais pour moi, personnellement, dans mon cas, j'en voulais pas. Je voulais essayer sans, en fait. Je me suis dit, t'essayes sans, t'essayes tout. Exactement. Tout. Tu fais des recherches, tu passes tes journées à ça s'il faut, tu te renseignes, tu testes des trucs, tu fais ce que tu veux, mais t'essayes tout avant de potentiellement prendre des médicaments si rien ne marche, parce que ça peut arriver aussi, parce que il y a des gens, ça fait des années et des années qui sont là-dedans et ils sont trop fatigués, mais moi, je me sentais encore que j'avais l'énergie de le faire, même si c'était compliqué. Et là, j'ai commencé à me renseigner, à regarder du contenu sur l'anxiété, des vidéos YouTube, à lire des livres, des documentaires, comprendre le cerveau humain. Je passais mes journées à ça. De toute façon, je travaillais plus à ce moment-là. Donc, au final, ce qui t'a aidé, c'est juste de prendre connaissance de ce qui se passait, comment ça marchait, et du coup de savoir le fonctionnement de l'anxiété. Pour moi, c'était... Pour moi, je voyais l'anxiété comme un problème. Un problème mathématique, je sais pas comment expliquer. Si, tout à fait. Je voyais l'anxiété comme un problème mathématique, et il fallait que je trouve la solution à ce problème. Il fallait que je trouve... Et pour trouver la solution à un problème, il faut comprendre le mécanisme, tout à fait. Il faut comprendre tout ce qui va t'amener à la réponse finale. Je sais pas comment expliquer. Non, mais tout à fait. Et moi, je pensais qu'il y avait une réponse. Au début, quand j'étais vraiment dans le pire de mon anxiété, je pensais qu'on allait venir me sauver. Non, personne va venir te sauver. Tu l'attends la solution miracle. Je pensais qu'il y avait une solution précise et ça me révoltait puisque je me disais mais c'est fou quand même, il y a plein de gens qui vivent ça, je suis sûre, mais à ce moment-là je savais pas, j'étais pas consciente qu'il y avait autant de personnes qui vivaient ça mais il y a pas de solution. Et tu l'attends de l'extérieur en plus en général la solution. Tu l'attends de l'extérieur. Jamais tu te dis en fait c'est moi.
et faut que ça vienne de moi. Faut que ça vienne de moi. Voilà. Ça, je pense que c'est une des plus grosses erreurs qu'on fait quand on est anxieux, c'est d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Alors qu'en réalité, si tu comprends que, de toute façon, c'est toi qui la génère, c'est de par les événements, de ta perception que tu as des événements, que ça te génère cette anxiété. Aussi. Et après, du coup, ça reste logique que ça soit toi que ça vienne de toi. Moi, comme j'ai dit, c'est toujours, à l'extérieur, on peut t'apporter des clés, mais c'est toi qui vas savoir si tu t'en sers et comment tu t'en sers. Mais jamais personne ne peut te soigner de l'anxiété. Ça viendra toujours que de toi. Voilà, donc quelqu'un qui veut pas être aidé, et moi, à un moment, c'était mon cas, hein. Je voulais pas être aidée, au fond, je pense, parce que je pensais qu'on allait me servir, je sais pas, la pilule miracle, entre guillemets, solution miracle, et que ça allait aller mieux. Et en fait, non, c'est un enchaînement de plein de choses, et c'est aussi, ça dépend des personnes aussi. Il y a des personnes qui vont très bien s'en sortir avec certaines techniques assez spécifiques, ça peut être de la visualisation, etc. Et il y a d'autres personnes qui vont être pas du tout visuelles et qui vont préférer faire d'autres choses pour se sortir d'anxiété. Il y a des gens, ça a été le sport, il y a des gens, ça a été une passion. Chacun a sa solution. Chacun a sa solution. Et la mienne, ça a été de commencer une formation pour devenir sophrologue, parce que je me suis dit, si je me forme en plus à la sophrologie de 1, je pourrais aider les gens, mais d'abord, je pourrais m'aider moi aussi et comprendre comment ça fonctionne, parce que une formation, c'est complet quand même. Donc, Comment t'en es arrivé à découvrir les médecines douces? Parce que du coup, sophrologie, ça en fait partie, mais t'as dit que t'es passé par des psychologues. Comment t'en es arrivé à découvrir les médecines alternatives? Alors là... Parce que là, du coup, sophrologue, ça, c'est pas quelque chose qui te vient... faut en avoir connaissance. C'est vrai que sophrologue, j'en ai pas vu, mais j'ai voulu le développer. C'est bizarre. Hein. J'ai vu hypnothérapeute, parce que j'ai toujours été attirée par ce qui était l'hypnose, etc., même bien avant d'avoir un trouble anxieux. J'ai toujours entendu parler d'hypnose, et ça me fascinait de voir qu'on pouvait utiliser ça dans les hôpitaux pour les anesthésies, etc. Donc moi, c'est la première médecine douce un peu que j'ai testée. Et ça avait plutôt bien fonctionné, mais bon, on sait que ça coûte cher et que j'avais pas les moyens de me payer... c'est pas remboursé. Non, j'avais pas les moyens de me payer des séances de sophro, j'avais pas les moyens forcément de payer des psys. Donc, les psychologues ou les psychiatres, je sais plus lequel, il y en a des deux qui a remboursé. Psychiatre, c'est le médecin qui est remboursé. Donc j'ai vu un psychiatre, mais bon, ça dépend de... Un psychiatre, ça peut être très bien pour quelqu'un, mais pour moi, ça me correspondait pas, parce que la thérapie que je voulais faire, ça marchait pas non plus. Ça allait pas. C'était plus pour prescrire, des médicaments ou prescrire des arrêts maladie. De toute façon, je voyais. Malheureusement, ça revient beaucoup là. Voilà, donc psychologue, le souci, c'est que c'est pas remboursé, donc je me suis beaucoup renseignée là-dessus, mais j'avoue que j'ai peu testé, parce que j'avais pas forcément les moyens d'aller voir chaque médecin. Je voulais voir un kinésiologue, je voulais voir un acupuncteur, mais... tu veux essayer des choses, voilà. Par contre, ce que j'ai fait aussi beaucoup, c'est l'ostéopathie. Ça aide beaucoup. Oui, parce que du coup, l'anxiété, ça se matérialise beaucoup par des symptômes physiques, donc c'est ton corps qui s'exprime. La kinésiologie, du coup, c'est comprendre le corps, au final, les messages du corps. Donc, clairement, c'est... Et puis même, on accumule des tensions quand on est on dit c'est que dans la tête. Non, il y a des symptômes réels. Ils sont pas dangereux, mais par contre, t'es tellement tendu à longueur de journée que tes cervicales elles prennent, ton dos il prend, ton diaphragme il prend. Enfin, donc il faut remettre ça en place aussi, je pense, pour aussi aller mieux. Faut prendre soin de tout en fait, le corps, l'esprit. Tout le temps, le corps, l'esprit. Et là, je voulais faire un parallèle ça t'a fait du bien l'hypnose, parce que du coup, j'en ai fait aussi, et j'ai trouvé que c'était très intéressant dans le sens où moi, c'était l'hypnose ericksonienne, pardon, si je dis pas de bêtises. Moi aussi, c'était ça. Ça te permet de faire le lien, du coup, entre ton conscient et ton inconscient, à savoir que dans l'inconscient, tu as 90-95% des informations de tout ce que tu stockes, et tu conscientises que 5%. Donc déjà, le fait de faire le lien entre les deux, ça permet de ramener des événements, de comprendre des choses. Ça t'a fait du bien? Ouais. L'hypnose, d'ailleurs, j'ai testé ça avant que mon trouble anxieux soit vraiment très, très sévère. J'ai testé ça justement pour mes soucis de déglutition. Et j'y ai été pour vraiment parler de ce problème-là, parce qu'à ce moment-là, les crises d'angoisse arrivaient que dans des lieux extérieurs, très isolés, ça durait pas longtemps. Donc c'était pas ma priorité. Ma priorité, c'était de manger quand même. Voilà. Et on s'est vraiment penché là-dessus. Et je t'avoue que je suis sortie de la séance d'hypnose. J'ai été au resto. Ah, donc Dieu. J'ai été au resto. Incroyable. J'ai été au resto parce que déjà, ça m'avait détendu. Le fait d'en parler avec quelqu'un et que cette dame me dise, mais
vous n'êtes pas seul. Il y a plein de gens qui ont ce problème, il y a plein de Déjà gens qui ça, n'arrivent ouais. pas Déjà, à avaler à ouais. cause du stress. Et moi, je dis, mais je connais personne dans mon entourage qui a eu ça. Tout le monde me prend pour une folle. Pas on me prend pour une folle, mais On comprend pas parce qu'on on le lit comprend pas. pas et on invente aussi d'autres troubles. Je savais ce que j'avais. T'arrivais pas à avaler, ouais. J'arrive très bien à l'expliquer, etc. Les médecins me disaient que c'était le stress, mais l'entourage, je comprenais pas. Enfin, ils pensaient que c'était une excuse, le fait de dire ah j'arrive pas à manger, je crois que j'ai un problème de santé, etc. Ils pensaient que c'était une excuse par rapport à certains troubles alimentaires. Ça après, je pense que le stress. Donc il y avait une pression en plus pour ça. Parce que c'est triste l'anxiété. Enfin, c'est triste. Je pense que quand tu vis pas, c'est déjà très difficile à expliquer parce qu'au final, enfin moi du coup, je fais un comparatif avec ce que t'as dit. Il y a aucune information quand on fait du stress et l'anxiété. Enfin, en tout cas, moi du coup, ça fait 10 ans que ça a commencé. T'as aucune information, rien. Non. Et puis j'ai vu des psychologues pendant des années sans savoir que c'était de l'anxiété. Je l'ai su que très tard. On manque déjà énormément d'informations. Donc déjà, quand toi tu le vis, tu manques d'informations. Va expliquer ce que toi tu ne comprends pas aux gens qui t'entourent pour que eux comprennent et réussissent à croire ce que tu dis. Voilà. Déjà, c'est archi compliqué. C'est archi compliqué. C'est très compliqué. Et du coup, ils vont eux se faire leur propre interprétation parce que ils s'inquiètent aussi, je pense, et ils ont envie de mettre des mots aussi. Toi, t'as envie de mettre des mots, mais les proches aussi. Ils ont envie de mettre des mots là-dessus. Et moi, souvent, c'était on m'inventait. Je dis on m'inventait parce que ça, à la fin, ça m'a agacé. C'était ah non, mais elle a des troubles alimentaires, elle a ça, elle a ça. Je dis mais vous comprenez pas, je suis en train de vous expliquer ce que j'ai. Je sais pas trop ce que j'ai, mais c'est pas ça. Enfin, arrêtez de toujours vouloir trouver. Après, ça part d'un bon sentiment, mais c'est d'un bon sentiment. Mais du coup, je pense que et ça, c'est intéressant d'en parler, c'est qu'on a beaucoup la pression. Je sais pas si toi t'as eu ça aussi, mais moi je voyais chaque crise d'angoisse comme un échec. Enfin, dès que je faisais une crise d'angoisse, c'était un échec pour moi. Enfin, il fallait plus que j'en fasse du tout. C'est ça. Je voyais ça comme un échec et surtout, j'avais beaucoup de pression par rapport à mes proches. Je voulais plus. À partir du moment où j'ai commencé à remonter un peu la pente, bah, je me plaignais tout le temps. Enfin, pendant un an, je faisais que me plaindre de ça tout le temps. La même chose. Tout le temps parler que de ça et déjà, tu sens que les proches s'inquiètent, l'entourage s'inquiète. Tu sens qu'en plus, ils comprennent pas et tu sens aussi que parfois, ils en ont un peu marre. Enfin, j'avais cette impression d'embêter tout le monde. Et du coup, à un moment, ce qui m'a aussi aidé dans ma guérison, c'est de me concentrer que sur moi et d'arrêter de me plaindre, mais ouais, d'arrêter de me plaindre aux autres et de plus trop en parler. Parce que, en fait, ça me mettait une pression, c'est personnel après, mais ça me mettait une pression supplémentaire de toujours leur leur expliquer comment ça allait, etc. Bah, j'ai l'impression d'avoir vraiment la pression il faut que je guérisse. Tu te la mets tout seul, du coup, en expliquant tout ça à chaque fois. Parce que quand on me demandait ça va, bah, ça allait pas vraiment, mais j'en avais marre de dire ça va pas. J'en avais marre de dire ça va pas tout le temps. Je sais pas si t'as déjà fait le test. Même, je sais pas si t'as fait le test, juste le matin, en te levant. Si tu te dis dans le miroir, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je te garantis que dans 5 ou 10 minutes, tu vas pas bien. À l'inverse, si tu te dis ça va. Et ça, je l'avais vu, je crois, c'était dans une vidéo YouTube. Les mots que tu dis, l'impact résonne, c'est incroyable. Et du coup, ça, c'est un exercice que j'avais fait. Je faisais comme toi. Je disais, dès qu'on me demandait si ça allait, tu vois, quand tu fais l'anxiété généralisée, comme tu disais, t'as des symptômes tout le temps. Donc, c'est la déréalisation. Quand on te demande si ça va, tu dis non. Sauf que du coup, le fait de dire non, ça amplifie ce que t'as. Parce que du coup, dans ton esprit, tu te dis, en fait, ça va pas. Donc, du coup, tu cherches pourquoi, tu calcules le symptôme grossit. Et donc, en fait, quand j'ai fait ça, maintenant, dès qu'on te demande si ça va, tu dis toujours oui, en fait. Et du coup, le cerveau, il fait le mécanisme inverse. Il se focalise sur tout ce qui va bien. Au final, t'es en bonne santé, il fait beau, t'avais tes proches, tout va bien. Après, faut pas non plus, là, on parle d'un cas précis, parce que, bien sûr que si ça va vraiment pas avec non, mais d'accord, mais dans les cas de tous les jours où mes parents m'appellent tous les jours à ce moment-là, à un moment, j'ai arrêté de trop en parler au téléphone, de tout le temps. En fait, c'était surtout, j'ai arrêté de me plaindre, que ce soit vis-à-vis de moi, de me plaindre dans ma tête, et j'ai arrêté de me plaindre auprès des autres. Je me suis dit là, surtout ça en fait, je me suis dit là, t'arrêtes. Enfin, je me suis dit stop, je me suis dit t'arrêtes. Parce qu'en fait, j'ai compris que, j'ai compris le mécanisme de mes crises parce que je m'auto-analysais, tout le temps. Et j'ai compris qu'en fait, c'était mes pensées qui provoquaient, mes paroles, tout le temps, qui provoquaient mes crises. Par exemple, je commençais à m'imaginer un scénario dans ma tête et je pensais que c'était incontrôlable, alors qu'en fait. Ah non, c'est clairement contrôlable. Mais pour le contrôler, il faut avoir conscience. Il faut le travailler aussi.
Mais en fait, il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est qu'un jour, je me suis dit, si rien que par mes pensées, enfin, je peux me sentir aussi mal et ressentir autant de choses. Tu peux le faire dans le sens inverse. Si voilà, tu peux le faire ça m'apporte autant de mal, c'est que forcément, c'est possible que je fasse l'inverse. Exactement. Et que mes propres pensées m'apportent du bien-être et du positif. Toi, avec l'expérience que tu as, si tu avais des conseils à donner aux personnes qui font de l'anxiété, qu'est-ce que ce serait? Alors, si je dois bien te donner un conseil, c'est... Il y en a tellement. Faut choisir un conseil de premier. Non, pas forcément. Non, j'ai, bien sûr que j'ai. C'est tellement logique. C'est tellement logique. Le seul conseil que je peux vraiment donner et ce qui m'a aidé dans un premier temps à avancer, et on en parle beaucoup, c'est l'acceptation. Clairement. Accepter. Tout le temps. Parce qu'on lutte beaucoup quand on est anxieux. On lutte contre les symptômes, on lutte contre nous-mêmes, en fait. Enfin, ouais, clairement. J'ai l'impression d'être mon pire ennemi. Enfin, c'était moi. Tu te bats contre toi-même. Tu te bats contre toi-même. Du coup, t'as l'impression d'être fou aussi. Oui. Un peu, tu te dis, mais c'est pas possible de se faire autant de mal à soi-même. Enfin, et du coup, ouais, ça a été de l'acceptation, que ce soit pour les crises d'angoisse, que ce soit pour les symptômes. Mais principalement au début, c'était pour surtout faire moins de crises d'angoisse et apprendre à les gérer sans anxiolytiques, sans médicaments, parce que je commençais à en prendre beaucoup. Ça a été vraiment l'acceptation. Et en fait, ce qui s'est passé qui était bizarre, enfin, je m'évade tout le temps. J'ai l'impression que je m'évade tout le temps à chaque fois, mais c'est parce qu'en fait, quand je me dis un truc, je pense à un autre truc. Mais en fait, ce qui s'est passé quand j'ai commencé on va dire mon parcours de guérison, là où vraiment j'ai mis des choses en place, etc. La première chose que j'ai apprise et que j'ai, comment on dit, mis en place, c'est ce travail d'acceptation. Et ce qui est fou, c'est que limite, j'avais hâte d'avoir ma prochaine crise pour pouvoir tester certaines techniques. Donc à un moment, en fait, tu sais, quand t'apprends plein de trucs, limite, t'as hâte de tester. T'as hâte de tester, tu te dis que ça va fonctionner, etc. J'avais de l'espoir parce que, vu que je me renseignais de plus en plus, je commençais à comprendre, ah oui, pourquoi la respiration c'est important, pourquoi la méditation c'est important, pourquoi l'acceptation c'est important. Mais quand tu as plus de connaissances, du coup, ça réduit les peurs. Donc, ça réduit l'anxiété aussi. Ça réduit les peurs, ça réduit l'anxiété, tu sais qu'il va rien t'arriver. Mais bon, quand t'es en crise d'angoisse, t'as beau savoir que c'est pas dangereux. Un parallèle que je veux faire juste quand tu dis l'acceptation, moi je l'ai compris aussi, mais l'acceptation, c'est d'accepter de vivre ce que tu es en train de vivre, mais pas d'accepter de rester dans l'état où tu es. C'est deux choses différentes. Voilà. Parce que du coup, en acceptant de vivre ce que tu es en train de vivre, ça va te permettre de passer au-dessus de ce que tu es en train de vivre, justement. Donc, c'est deux choses différentes. Juste parce que j'ai souvent eu le cas de dire accepter de rester comme ça. Non. C'est accepter de vivre ce que tu es en train de vivre pour pouvoir passer au-dessus de ce que tu es en train de vivre. Voilà. C'est deux choses différentes. Pour moi, l'acceptation, c'est aussi d'accepter de ne plus lutter, en fait. Lâcher prise. Lâcher prise. Pour moi, c'est ça, ça fait partie de l'acceptation, parce que c'est tellement un vaste mot. On a déjà fait des vidéos et tout, mais. Je pense que l'acceptation, c'est pareil, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Moi, c'était lâcher prise. En fait, par exemple, je me retrouvais en crise d'angoisse. Je me répétais, OK, accepte ta crise. Parce que jamais ça m'avait traversé l'esprit de me dire, cool, j'accepte, je la laisse passer. Ah non, parce que naturellement, quand quand t'as quelque chose qui te fait mal, tu veux. Quand t'es en crise d'angoisse, c'est comme si t'étais réellement en danger, donc forcément, tu vas te mettre en état de vigilance de ouf. Et c'est impossible à ce moment. C'est comme s'il y avait vraiment un danger devant toi, donc. De toute façon, à ce moment-là. Tu peux que lutter. Ton cerveau, du coup, tu le sais, c'est l'amygdale qui, quand t'es en crise d'angoisse, c'est l'amygdale qui est en alerte, qui explose, enfin, en gros, pour schématiser. Et du coup, t'as le cortex préfrontal, ce qui fait de nous des êtres humains à différents des animaux, lui se coupe. Du coup, la capacité de raisonner, la capacité de réfléchir, tout ça, on l'a plus. Donc, c'est pour ça que. Pour schématiser, c'est comme si, il y avait vraiment un lion devant toi qui veut te bouffer. Ah, tout le temps, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Il y a pas de lion. Mais ton cerveau agit comme s'il y avait ce lion tout le temps devant toi. Et ça, c'est dur d'accepter, de se dire, je me sens en danger, je suis en train de faire une crise d'angoisse, mais je conscientise du coup le fait qu'il n'y a pas de danger. Donc il faut déjà aussi se rassurer là-dessus, se dire que on ne meurt pas d'une crise d'angoisse, on tombe très rarement dans les pommes.
Ça peut Tu tombes arriver, enfin, ça peut arriver. ça t'est déjà arrivé, toi? Non, ça m'est Jamais jamais non arrivé. plus. En 10 ans, jamais. Il y a moins de Si ça risques. peut ra- D'ailleurs, si il y ça a peut moins rassurer de les gens, risques. en 10 ans, ça m'est jamais arrivé de tomber dans les pommes Moi avec non plus. l'anxiété. Jamais. Mais moi non plus. Ni de. En fait, il m'est jamais. Non, mais finalement jamais, arrivé mais jamais grand rien chose arrivé. pendant Mais les jamais premières rien heures. arrivé. À part des symptômes un peu désagréables. Ouais. Rien de fou. Le plus désagréable, moi, le plus désagréable et le plus consistant, ça a été la déréalisation. Ouais. De se sentir complètement, surtout quand tu sais pas ce que c'est. Ouais, Ça, c'est déréalisation, horrible. c'est. Quand tu sais pas ce que c'est horrible. Ouais, ça, c'est un des pires symptômes, je pense. Quand Mais tu sais du pas ce coup, que c'est. Après, quand tu sais, Oui, quand quand tu tu sais comprends. ce que c'est, moi, ça m'arrive encore maintenant. Si je suis Du coup, je l'ai- fatiguée, ça- stressée. Je l'ai lu, alors il y a une explication, je sais pas si c'est hyper scientifique, mais moi elle m'a satisfait de ouf. C'est de dire que ton cerveau, parce que la réalité que tu es en train de vivre est trop difficile, te sort de la réalité pour que justement tu n'aies plus à vivre tout ce qui est difficile à ce moment-là. Ouais, Alors, je ne sais pas ça. si c'est scientifiquement possible, mais juste l'explication, C'est moi, exactement ça. de me dire qu'en fait, c'est magnifique le cerveau et comment le fonctionne, etc. Ouais, finalement, c'est pour te protéger. Ouais, c'est ça. La déréalisation, c'est, en fait, il va te déconnecter de tous tes sens, de la en fait, réalité, ouais. de la réalité qui est trop dure à vivre sur ce moment, qui est trop dure, donc il préfère te mettre une distance entre toi et la réalité pour te protéger, tout simplement. Et une fois que tu sais ça, tu te dis, et ça m'arrive de temps en temps d'avoir des petites phases de déréalisation, Ouais. mais ou la fatigue, ou peut-être un peu de stress, mais ça dure pas très longtemps et c'est moins impressionnant que quand t'es vraiment Ah ouais, dans des... ouais. Et déjà, quand tu sais ce que c'est, Mais en fait, ça m'arrive et je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui est en train de me stresser? Pourquoi la situation? Pourquoi je suis en... Ah, tu te Et poses du les coup, je bonnes me questions. pose les bonnes questions et je me dis, ah ouais, c'est peut-être à cause de ça. Bon, c'est pas grave. Et en fait, aussi, pourvu qu'on parle de déréalisation, je pense que je peux donner un conseil pour ça. ouais, vas-y, C'est vas-y. pareil, l'acceptation. Quand t'es en déréalisation, tu as l'impression que tu peux rien faire, t'as l'impression que t'es bloqué. Sans plus tu te bats, plus elle est forte. Ouais, plus tu te bats, plus elle est forte. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais beau parfois être dans des phases de déréalisation extrême, ça m'empêchait pas finalement de faire ce que j'avais à faire. Enfin, Ah non, mais tu peux toujours agir. Ouais. Il fallait que, il y avait un mot qui m'avait marqué pour ça, c'était, putain, j'ai plus le mot, mais c'était trop, ça définissait exactement ça. C'était pas lâcher prise, c'était, pas calculer. Enfin, comment on dit, Laisser de côté. pas laisser de côté, mais l'indifférence. Voilà. Ah. L'indifférence face à certains symptômes. Ah, mais de toute façon. Apprendre à être indifférent face à la déréalisation, par exemple. Là, c'est ça qui a mieux marché pour moi. Tout ce qu'il y a de point commun entre ce que tu cites depuis tout à l'heure, c'est déjà le fait d'avoir conscientisé et de comprendre tout ce que tu es en train de vivre. Ça a déjà calmé tout. Enfin, tu vois, la déréalisation, comme tu l'as dit, à partir du moment où tu savais ce que c'était, déjà, tu mets moins d'importance aux symptômes. Ouais, c'est ça. L'anxiété, quand tu sais ce que c'est, tu mets moins d'importance. Enfin, tu sais ce que tu es en train de vivre. Déjà, quand tu sais ce que tu es en train de vivre. Et pour faire aussi, je voulais revenir à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à l'amygdale, là, il y avait un reportage, je crois que j'ai vu, un scientifique qui parlait de ça sur YouTube, qui disait que c'est un mécanisme qui était très bon à la préhistoire. Donc, du coup, forcément, quand tu sortais de la grotte, que tu pouvais te faire bouffer et tuer par n'importe quoi. Ouais, il y avait vraiment des dangers. Ouais. C'était archi intéressant et important d'avoir ça. Mais aujourd'hui, où on est devenu, l'être humain est devenu un apex, c'est-à-dire que t'as aucun prédateur. Enfin, c'est toi il y a personne au-dessus de toi, quoi. C'est ça. T'as toujours l'amygdale, mais il est plus, du coup, aligné avec l'environnement que t'as. Ouais. Donc, du coup, c'est pour ça que ça nous laisse En fait, c'est des séquelles qui remontent à. Enfin, c'est des choses qui remontent à. C'est un fonctionnement qui n'a pas évolué. Autant dans le cerveau humain a évolué, préfrontal et tout. Ouais, voilà. Mais ça, c'est resté. Après, comme tu disais, il y a des moments où c'est hyper utile. Quand t'es en danger, voilà, quand tu vas. Si tu dois réagir vite, t'es en voiture, tu dois avoir un réflexe. T'es face à un ours, ouais, c'est ça. Face à un ours, après, il y a tellement de situations. Donc oui, ça sert encore. C'est juste que forcément, on l'utilise moins aujourd'hui. On en a moins besoin aujourd'hui qu'à l'époque. Ah oui, il est plus du tout adapté à l'environnement qu'on a. Et voilà, donc on est des. J'allais dire, on est des hommes préhistoriques. Ouais, mais en tout cas, à ce niveau-là du cerveau, c'est resté comme ça. Voilà, donc c'est fou. C'est fou. Non, mais et du coup, maintenant que t'as conscientisé tout ça, je suppose que t'as de nouvelles habitudes et pour prendre soin de ta santé mentale, du coup. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? En plus, je voulais en parler justement parce que c'est tellement la continuité. Trop fort. Parce que d'abord, il y a la compréhension, mais après, il y a l'acceptation et la mise en action. Et la mise en action de certaines choses parce que forcément, si tu restes, tu peux comprendre plein de choses si t'appliques pas les choses que tu comprends, ça sert à rien.
tu peux te renseigner autant que tu veux sur l'anxiété, voir des dizaines de psy, de médecins qui vont t'expliquer ou même faire des suivis avec un comme on disait thérapeute. tout à l'heure, si on te donne des clés que t'en fais rien. Voilà, si tu fais rien de ce qu'il te dit et que t'agis pas au quotidien, et ce qui m'est arrivé au début de mon suivi, et ça m'est arrivé aussi, enfin, je suis passée par là. Je pense qu'on est tous à un moment passés par là. T'as toujours la phase de déni. Bien sûr. Et ouais, il y a eu la mise en place, c'était vraiment, du coup, 1er janvier 2023. Enfin, tu vois, je commence le truc. Enfin, ça commençait à aller un petit peu mieux. Je me souviens, ça commençait à aller un peu mieux, mais c'était encore puissant en décembre. J'ai des souvenirs de crises assez impressionnantes au mois de décembre. En fait, à partir de janvier, j'ai vraiment mis en place déjà 3 choses qui sont assez primordiales. C'est l'activité physique tous les jours. Ça, j'en faisais plus parce que je sortais. Il faut savoir que je sortais plus de chez moi. Enfin, j'étais cloîtrée chez moi, je sortais pas. Ça, moi, l'activité physique. Et j'étais même pas en sécurité chez moi. L'activité physique, c'est le meilleur antidépresseur naturel au monde. Et il y a même pas besoin d'aller à la salle, il y a même pas besoin juste le fait de marcher, une marche rapide, de courir, de faire des abdos pendant 15 minutes, ce que vous voulez. C'est le meilleur antidépresseur naturel au monde. Il y a pas mieux que ça. J'ai commencé par ça, la marche. 20 minutes par jour. Et je faisais aussi du yoga tous les jours. Je choisissais des séances pas trop forcément sportives et tout, parce que à ce moment-là, il faut savoir que je mangeais plus, j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais pas d'énergie, donc faire du sport, j'étais pas en forme pour faire du sport en fait à ce moment-là. Bizarrement, le sport te redonne de l'énergie, tu vois. Ouais, bizarrement, tu peux être KO quand tu vas faire une grosse séance ou courir, après t'es plein de jus. Clairement. Mais bon, donc j'ai commencé tout doucement, juste à faire du yoga tous les soirs, vraiment tous les soirs. Je faisais ma séance de 20 minutes. Pratiquement tous les jours j'allais marcher. Après il y a des jours où j'y arrivais pas parce qu'il fallait sortir de chez moi, donc c'était plus compliqué. Je me forçais pas non plus dans le sens où si vraiment je le sentais pas, je le faisais pas. Faut s'écouter, il y a aussi ça. Enfin en fait c'est tellement il y a s'écouter quand c'est... S'écouter quand tu le sens, quand tu te dis que tu vas en être capable, quand tu as vraiment envie de le faire. La différence. Tu te forces parce que là, tu sais que ça te fait peur, mais tu sais que si ça va bien se passer. Et il y a des fois où vraiment tu sens que ça va pas bien se passer et là, faut pas trop forcer, tu vois, parce que sinon tu fais une grosse crise dehors et ça te traumatise et ainsi de suite. Donc, mais ça, on le sait, on le sent. Enfin, moi, perso, je sentais quand je pouvais sortir de chez moi et que ça allait bien se passer et je sentais quand je me sentais un peu forcée et que ça allait pas, enfin, je sais pas si toi c'était pareil ou tu sentais quand ça allait mal se passer ou tu sentais pas. Honnêtement, moi, quand il y avait de l'anxiété, quand je faisais de l'anxiété généralisée, tout était sujet à anxiété. Donc, en fait, franchement, il y a beaucoup de choses qui, je pouvais. Et l'envie, elle prenait pas le dessus parfois. Non. En fait, moi, il y a quelque chose qui était très symptomatique. Je savais que je devais faire quelque chose, mais l'anxiété était tellement forte avant même que l'événement arrive, parce que je me faisais déjà tellement de scénarios que je ne faisais pas ce que je devais faire. Par contre, après, j'étais bouffé par le regret. De me dire, putain, la prochaine fois, je vais le faire. Je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Il faut que je passe à l'action. En fait, à chaque fois qu'il y a un autre événement qui arrive, du coup, au lieu de me dire, t'as vu comme t'as regretté la dernière fois, en fait, je me disais, non, mais la dernière fois, tu y es pas allé, c'est pour une bonne raison. Donc, au lieu de voir, dans le truc positif de dire, cette fois-ci, dépasse-toi, en fait, il y avait la voix qui me disait, non, la dernière fois, tu y es pas allé pour une bonne raison. Là, c'est pareil. N'y va pas. C'est risqué, n'y va pas. Et du coup, en fait, t'accumules les mauvaises expériences. Et du coup, ça se stocke. Et donc, du coup, en fait, après, tu fais plus rien. Et après, t'as toujours eu, après, il y a un moment où il faut, comme tu dis, faire la différence entre s'écouter et quand c'est vraiment pas bon, et s'écouter quand il faut passer à l'action. Parce que moi, je dis, enfin, je sais pas si toi, t'avais ça aussi, mais dans une journée entière, une journée entière, il y a toujours un moment où tu te sens un petit peu mieux. Alors oui, il y a des jours où vraiment c'est non-stop. Tu peux pas être tout le temps. Il y a des jours où c'est très très compliqué, Mais je pars du principe que dans une journée, il y a toujours un moment où ton anxiété, elle va être plus... Tout le temps. Que ce soit le matin, le soir, un moment où tu vas moins y penser. Ton cerveau, à un moment, il est fatigué aussi. Enfin, je sais pas. Et t'es pas tout le temps anxieux en permanence. Bon, après, les pensées, à ce moment-là, ça fuse quand même. Les pensées. Mais il y a toujours un moment de la journée où tu te sens un tout petit peu mieux. En fait, moi, je profitais de ce moment où je me sens un petit peu mieux pour justement sortir marcher, faire un truc qui me faisait peur, tu prends la brèche direct. J'essayais d'en profiter. Alors au début c'était dur, je le faisais pas à chaque fois. Des fois je me disais là j'aurais pu, mais j'attends encore. Et je le faisais le lendemain. Et en fait j'y ai été super progressivement, que ce soit dans le sport, me remettre au sport, j'y étais progressivement. Pour ressortir, j'ai tout fait progressivement. Du plus facile au plus difficile. Ça c'est... Pas me mettre de pression pour aller vraiment... La méthode des petits pas. Et aussi je me félicitais dès que je faisais un tout petit truc. Tout le temps. Au lieu de dire mais j'ai pas réussi à faire ça aujourd'hui. Ouais, mais non, je voyais le bon côté. Mais t'as quand même réussi à faire 3 pas de plus que la dernière fois. On a une grande facilité à se descendre
Quand on fait pas quelque chose, par contre, à se féliciter, on ne le fait jamais. Ouais. On a l'impression que ce qu'on fait, c'est jamais assez gros et on ne se félicite jamais. Alors qu'en fait, ben, t'instaures un cercle vertueux quand tu fais ça. De te dire, putain, j'ai fait ça alors que j'y étais pas réveillé hier, c'est super. En fait, après, on fait pas ça parce que j'ai remarqué, on se compare beaucoup aux autres. Ouais. Et autant quand t'es pas bien, tu te dis, putain, là, c'est moi qui suis nul, donc tu arrives à te descendre facilement. Autant quand tu fais quelque chose de positif, tu te dis, en fait, lui, il a fait beaucoup mieux. Alors moi, ce que je fais, c'est nul. Et en fait, tu te descends même quand t'as fait quelque chose de bien. Du coup, c'est vraiment un cercle que négatif. Voilà. En fait, moi, je disais souvent un truc à ce moment-là, c'est il faut que je me traite comme je traiterais quelqu'un d'autre. C'est ça. Comme je traiterais mon meilleur ami, en fait, ou ma meilleure amie. Je suis ma propre meilleure pote. Tu vois, c'est un peu bizarre de dire ça. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, parce que à partir du moment où tu commences à te forcer à te parler comme si t'étais vraiment, enfin, tu parlais à quelqu'un d'extérieur que t'apprécies réellement, bah, en fait, t'avances beaucoup. Ah, mais faut le conscientiser, ce truc-là, parce que tu le fais pas naturellement. Naturellement, la personne la plus facile à dénigrer, c'est nous-mêmes. Enfin, c'est toi-même. Tu fais constamment. Parce que, et même, c'est, quand par exemple, tu te dis, demain matin, je me réveille parce que j'ai aussi du mal. Il fallait que je réinstaure un rythme de sommeil aussi parce que je faisais beaucoup d'insomnie. Donc, il y a eu, je parlais de l'activité physique. Mais il y a aussi le sommeil. Primordial. Je pense que le sommeil, c'est le plus important. C'est le plus important. Ouais, c'est une des choses les plus importantes. Et pareil, je me disais souvent, demain, je me réveille à telle heure, je me réveille plus tôt, etc. Et en fait, je le faisais jamais. Enfin, du coup, je me respectais pas moi-même. Enfin, il y avait tout un truc aussi, si t'avais rendez-vous avec quelqu'un d'important, mais c'est toi la personne importante, respecte la personne importante qui est toi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est toujours se traiter comme si comme on traite les autres. Et en général, on traite bien les autres. Bon, à moins qu'on soit un gros con. Il y en a, hein. Je vois ce que tu dis. Les personnes qui tu tiens, tu les traites de façon positive. Oui. Voilà. Donc, il y a eu le sommeil. Avoir un bon rythme de sommeil, reprendre des habitudes un peu plus saines au niveau de l'alimentation aussi. Et après, la méditation. Enfin, ça m'a sauvé. La méditation m'a sauvé. Là, je te rejoins pas. La même chose. La méditation, c'est la seule pratique, je pense, sans hypnose. Enfin, si, au final, c'est au début, j'appelais ça de l'hypnose consciente. Tu t'es pas en hypnose, mais ça ressemble à tout ce qui est auto-hypnose, etc. Enfin, si tu te mets dans un état entre veille et sommeil. C'est la seule pratique qui te lie à ton inconscient. Ouais. En fait, c'est vraiment entre veille et sommeil, t'es dans l'état du milieu. Et, du coup, t'es encore conscient, mais non, mais les hypnothérapeutes travaillent sur cette, quand t'es dans cet état-là. C'est là où tu fais le lien. Ils travaillent là-dessus. Ils te mettent dans cet état-là, justement, un peu méditatif. Et les sophrologues aussi. Donc, c'est la même chose. C'est le meilleur état. C'est là où, comme on disait tout à l'heure, c'est là où tu as accès à ton inconscient. Donc, c'est comme si tu branchais ton disque dur à ton ordinateur, tu as accès à ton inconscient. Donc, du coup, c'est un exercice, c'est un travail, mais tu as accès à toutes les informations. Donc, du coup, la méditation, ça permet de reprendre le contrôle sur ton esprit, tu prends conscience de tes pensées, puis après, les vertus, il y en a tellement, que ce soit psychologique, que ce soit physique. Je mettrai le lien d'une vidéo d'un monsieur qui en parle. Tous les aspects positifs qu'il y a, c'est incroyable. Sur le long terme, c'est incroyable. Et je tiens à dire aussi pour la méditation, il n'y a aucune bonne méditation. La seule bonne méditation, c'est la vôtre, celle qui va avoir de l'effet sur vous, que ce soit assis, couché, les yeux fermés, les yeux ouverts, avec de la musique, sans musique. Je pense qu'il faut essayer et il faut surtout être discipliné et pas s'arrêter au bout d'une semaine parce qu'on n'a pas de résultat. La méditation, ça prend du temps, mais les effets sur le long terme sont incroyables. C'est impressionnant. Ouais, il suffit que je me sente un peu stressée, un peu fatiguée, ou même parfois tu sais pas très bien dans le sens où tu es en train de tomber malade ou tu te sens pas ouf. Je médite et je me sens instantanément mieux. Enfin, moi, c'est une pratique, j'ai l'impression que c'est de la magie. Depuis que j'arrive à méditer, parce que j'ai mis des mois et des mois avant de réussir à méditer. Par contre, j'avais pas compris le principe au début. C'est hyper long. Et c'est arrivé d'un coup. C'est hyper long. Je sais plus si je t'avais raconté, mais la première fois que j'ai réussi à méditer, c'est peut-être intéressant pour les gens qui savent pas forcément méditer ou comment faire. Mais moi, je peux raconter vite fait mon expérience par rapport à ça, parce que, après, c'est assez personnel, mais en fait, je me suis dit,
enfin, c'est pas personnel, mais c'est propre à chacun. C'est ça que je veux dire, c'est propre à chacun. Mais moi, personnellement, j'ai juste pris conscience du fait que j'étais toujours en train de penser H24 sans m'arrêter. Tout le temps. Et que ça me fatiguait. J'avais les 35 000 pensées à la fois. C'était fatigant. Et en fait, un jour, je me suis posée, j'arrivais pas à dormir et je me suis dit, arrête de penser. Ah, tu me l'avais raconté. Je t'avais raconté. Et je me suis dit, essaie d'anticiper ta prochaine pensée, tout ça. Enfin, j'avais entendu des choses dans des vidéos, etc. Je me suis dit, essaie à quoi je vais penser là? La prochaine pensée, ce sera quoi? Et je me suis posée, j'ai attendu. Et là, bizarrement, rien. Et là, j'ai compris, en fait, je me suis dit, donc en fait, je suis capable de calmer mes pensées. Calmer, mais les arrêter, c'est impossible. Les arrêter, non, c'est pas possible d'arrêter, mais tu peux les laisser passer, Je fais le parallèle avec ce que tu disais. À partir du moment où l'acceptation dans la méditation, c'est la clé. Déjà, si celui qui vous dit que méditer, c'est arrêter de penser, ça n'existe pas. Je crois qu'en moyenne, on a 50 à 60 000 pensées dans une journée. Pour faire le ratio à heure et à minute, c'est incroyable. Mais d'accepter la pensée que tu as quand tu médites, tu l'analyses, tu vas laisser repartir. Je pense que c'est ça, bonne méditation. Et au bout d'un moment, ton cerveau, en fait, c'est une habitude, hein. Il va se calmer tout seul. Mais t'arrives à ressentir le calme. Oui, t'arrives à ressentir le calme. Alors oui, c'est vrai que. Mais tu penses tout le temps, t'as toujours quelque chose. C'est vrai que moi, je me dis, parfois, j'ai vraiment pas de pensée. Alors peut-être qu'en fait, j'ai des pensées. Mais déjà, te dire que t'as pas de pensée, c'est que c'est une pensée déjà. Non, mais je me le dis pas parce que je suis en méditation. Comment tu sais que t'as pas de pensée alors? Parce que je suis en état méditation, parce qu'il y a pas il y a plus au bout d'un moment, parfois j'arrive, mais je le tiens pas très longtemps ce truc. Mais il y a des moments où t'arrives à avoir pendant un petit laps de temps et ça dure pas longtemps, mais quand tu t'entraînes à avoir. C'est de la pratique. Après, peut-être que j'y avais des pensées et que je me rends pas compte, peut-être que j'ai des bêtises, mais moi j'ai vraiment l'impression parfois de réussir à ne pas penser. Parce que je me concentre ou sur ma respiration ou sur, je te disais, parfois juste le noir dans mes yeux. Je regarde. T'as les yeux fermés, Je regarde en fait les yeux fermés. Ouais, mais t'analyses. Je regarde les yeux fermés ce que je vois et je me concentre que là-dessus. Donc là, mon attention, elle est pleinement dans le présent, dans une action que je suis en train de faire, mais il n'y a pas le petit ça me passe partout. Ça, moi, ça fait ça. Mais moi, la méditation, ça m'a calmé, ça. Ça m'a calmé énormément. Le flux de pensée est beaucoup plus gérable. Et par contre, quand je médite pas, je le sens de ouf. Mais vraiment, quand je médite pas de 2 ou 3 jours, tu sens qu'au bout du 3e ou 4e jour, tu te dis qu'il y a, Et tu vois, je sens qu'il manque quelque chose. C'est fou, mais comme quand je fais pas de sport pendant 2 ou 3 jours, je sens qu'il manque quelque chose. Et t'es tendu, t'es plus irritable, tu sens qu'il manque quelque chose. Dernière petite chose par rapport à la méditation, c'est que la méditation, sur le moment, tu peux avoir l'impression que ça sert à rien. Parce que c'est dur au début, parce que tu vois pas forcément les effets tout de suite, parce que c'est difficile de s'asseoir et de rien faire, entre guillemets, maintenant, aujourd'hui, avec les téléphones et tout. C'est dur de se poser et de se dire, je vais méditer. Mais en fait, tu te rends compte, au bout d'un moment, quand tu y arrives de mieux en mieux, qu'en fait, la méditation, c'est pas que cet instant précis dans la journée où tu vas méditer. Ça veut dire que toute la journée, si t'arrive quelque chose de stressant, si tu sens que tu pars trop dans tes pensées, que l'anxiété, elle prend le dessus, en fait, si tu médites régulièrement, tu vas réussir rapidement et facilement à te mettre dans cet état un peu de calme. Même dans n'importe quelle situation, tu peux être avec des gens au restaurant, en voiture, t'es stressé. Moi, j'en profite parfois quand je suis en voiture et que, admettons, t'es dans les bouchons et tu dois attendre. Je me mets un peu en état méditatif parce que t'es conscient. T'es hyper conscient, justement, t'es dans l'instant présent à 100%, donc tu peux pas être plus focus et enfin voilà, je m'entraîne un peu tout le temps. Bon, on va arrêter le podcast sur ces belles paroles. Est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui nous regardent? Non. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Je pense que là, c'est bon. Du coup, merci beaucoup à toi d'être venu, puis à bientôt pour notre podcast. Merci à tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like et à vous abonner. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao.